soit pas des gens qui soient en situation d'esclavage ou que sais-je encore. Donc voilà, mais c'est ça. Mais pour tout, il y a une chaîne, une grande chaîne d'union comme ça qui crée les choses dont on a besoin tous. Et c'est ça, deux systèmes de société où on ne voit que les champions, on ne voit que les très forts, on oublie tous les autres, ou une société d'interdépendance, on dit chacun a un rôle à jouer, chacun est un maillon d'une sorte de chaîne de solidarité sociale, et que donc, et dans cette chaîne-là, les plus importants, c'est tous ceux qui accompagnent au quotidien les gens qui sont les plus fragiles. Et donc, on inverse complètement le ratio, on inverse complètement la pyramide, on inverse complètement les hiérarchies, on se dit, en fait, les métiers les plus importants, c'est les métiers qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent de grandir, qui nous permettent d'évoluer, qui nous permettent de vivre la meilleure autonomie qui soit possible, qui nous permettent d'avoir notre chemin, qui nous permettent d'être auteurs de nos vies. Et donc, les 800 salariés dont vous parliez, Monsieur le Président, ils participent complètement de ça. C'est 800 plus 3 millions, et ainsi de suite. Et si on ne prend pas conscience de ça, j'ai peur qu'à un moment ou à un autre, notre pays se racornisse, se perde, en étant juste centré comme ça sur les plus forts, et en oubliant tous les autres, et en oubliant que les plus forts, s'il n'y a pas les plus faibles, à l'air de rien, ils seront dans la merde. Oh, c'est joli pour finir. C'est moyen, mais bon, c'est comme ça. Là, je le voyais qui commençait. Voilà. Merci Serge Guérin merci pour cette présentation. Avant de passer à la table ronde, 2-3 petites questions, parce que vous nous avez dit... Ah voilà, ça va mieux. Vous nous avez dit que les aidants naturels n'existaient plus. Donc c'est que devenir aidant, ça s'apprend. Vous avez une vision un peu globale. Est-ce qu'il y a des pays où devenir aidant s'apprend mieux qu'ailleurs ? Alors oui, il y a des pays où on a plutôt valorisé le rôle de ces aidants bénévoles en disant ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être valorisés, parfois même ils ont besoin d'avoir une rétribution. C'est souvent les pays nordiques par exemple, dans lesquels depuis assez longtemps on s'est dit il y a un besoin. Alors c'est souvent décidé par les villes, ce qui fait qu'elles connaissent mieux leur population. Plus on se rapproche, plus c'est facile d'une certaine manière de repérer, puis en fonction des territoires, les situations ne sont pas les mêmes. Donc il y a des pays comme ça, comme la Suède, comme le Danemark, qui ont mis plus de moyens en disant on va accompagner les personnes, on va les soutenir, on va créer aussi des lieux pour lesquels ils seront écoutés, ainsi de suite. Donc oui, il peut y avoir des choses comme ça. Il y a un pays comme les Pays-Bas, qui est pourtant un pays de champions du monde. Genre, on n'aime pas trop les faibles aux Pays-Bas, mais quand même qui se sont dit, il faut peut-être inventer des systèmes là aussi de territoires où les gens puissent intervenir. Par exemple, les infirmières ont plus d'autonomie, vont intervenir sur un territoire et vont savoir sur qui elles peuvent s'appuyer. Et du coup, entre autres, sur des aidants bénévoles, non, voilà, vous pouvez nous aider à faire ça, mais en échange, on vous apprend aussi telle ou telle chose, ainsi de suite. Donc oui, il y a des pays qui sont sans doute allés plus loin que pour l'instant ce qu'on a été capable de faire, même si on a progressé. Parce qu'il y a encore quelques années, il n'y avait rien. Ça n'existait pas. Et puis, on a créé avec une femme que j'adore, qui s'appelle Michèle Delaunay, qui a été ministre des Personnes âgées pendant 2 ans. Puis après, comme elle était compétente, qu'elle avait travaillé dans la vraie vie avant, on se dit, ça fait quand même beaucoup pour la même personne. Donc, on l'a foutue dehors. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et donc, elle avait porté une loi qui s'appelle la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Moi, j'avais proposé qu'on parle de l'adaptation de la société à la longévité. Là, elle m'a dit, non, là, ça fait trop. Déjà, adaptation, c'est fort. Si en plus, voilà. Mais du coup, et dans cette loi, pour la première fois, il y a eu des premiers droits accordés, donnés pour les aidants. Très insuffisant, mais au moins, c'est un début. Donc, on a avancé. Là, je ne sais pas si on va avancer. Là, pour l'instant, on n'en parle pas, là. Jackie Paul, aussi tout à l'heure, parlait des problèmes de financement, en fait, auxquels devaient faire face des associations comme Vivadom. J'ai envie de vous demander, est-ce que les associations, mais globalement, est-ce que les personnes dépendantes ne sont pas non plus trop dépendantes des aides de l'État ? Est-ce que notre système est taillé aujourd'hui pour pouvoir financer les activités d'associations telles que celle-ci ? Alors, on ne va pas faire de langue de bois. On est dans un moment singulier, d'abord, où l'État, ce qu'on a appelé longtemps l'État-providence, l'État qui mettait de l'argent, souvent pour être tranquille un petit peu, mais qui mettait de l'argent, beaucoup, sur des populations relativement restreintes. Aujourd'hui, il y a moins d'argent, il y a plus de population qu'il y en a besoin. Donc on est dans une situation un petit peu singulière. Et donc sans doute qu'il faudra inventer un autre système où le tissu associatif, l'économie sociale et solidaire, des entreprises privées qui parfois font aussi très très bien le boulot, il y a plein de gens autour de tout ça, et comment on va réinventer un système où peut-être qu'il faudra trouver aussi d'autres manières de mutualiser les choses. Par exemple, il y a ici dans la salle plein de personnes qui viennent du secteur des maisons de retraite.
Dans le secteur des maisons de retraite, déjà le mot maison de retraite, il faudra trouver autre chose, quoi. Le truc est quand même un peu... On a trouvé autre chose, maintenant on parle d'EHPAD, c'est quand même vachement mieux. C'est chic, tout de suite c'est poétique. Oui, c'est ça, ça donne envie. D'ailleurs, vous savez qu'on fait un sondage, et par exemple on demande aux gens est-ce que vous voudriez aller en EHPAD. Et vous savez, les 18-24 ans, il y a 0% qui veulent aller vivre en EHPAD. Non, c'est extraordinaire. Ils veulent bien un iPad par contre. Vous voulez aller vivre en EHPAD ? Non, pas tout de suite. Vous voyez, elles veulent pas. Mais elles veulent bien un iPad. Oui, ça c'est vrai. C'est marrant. Hein, il suffit de changer le mot. Voilà. Non, mais il faudra, par exemple, sans doute que ces lieux, en Belgique, on parle de maisons de repos, maisons d'accueil et de repos. Peut-être que voilà, il y aura des thèmes comme ça peut-être à changer. Et sans doute que ces lieux, ces maisons de retraite souvent médicalisées, sans doute qu'elles pourront aussi s'ouvrir plus. Par exemple, qu'on puisse venir, que la société de service à domicile puisse aussi s'appuyer dessus ou des choses comme ça. Peut-être qu'on pourra demain aller partager un repas. J'ai fait partie d'un jury sur les maisons gourmandes où c'était des maisons de retraite qui a fait tout un travail de qualité sur la bouffe. Évidemment, c'était de la pâtisserie, donc j'étais assez preneur. Voilà. Et c'était super bon. C'est-à-dire qu'on peut aussi inventer des choses. Et on s'aperçoit que souvent, si la maison de retraite est plus ouverte sur le quartier, s'il y a d'autres personnes qui viennent déjeuner à midi, il y a des chances que le cuistot fasse une meilleure bouffe. Il y a une espèce de truc comme ça, un petit peu à se mobiliser. Et puis voilà. Et puis il y aura d'autres choses qui vont se faire. Sans doute qu'on demandera peut-être plus à des gens bénévolement de venir filer un coup de main. On a remarqué ça dans les familles, on s'en aperçoit quand les enfants font eux-mêmes la vaisselle, c'est marrant comme ils salissent moins. Ou quand on avait fait une expérience dans le monde HLM, on demandait aux habitants de nettoyer les parties communes. C'est bizarre comme elles étaient moins sales après. Il y a des choses comme ça. Donc on peut sans doute aussi inventer des systèmes où peut-être que chacun on mettra un petit peu plus la main à la pâte. Vous savez, par exemple, les jardins partagés. L'idée de faire des jardins ensemble, ainsi de suite. On s'aperçoit que les gens le font, ils font l'activité physique. Ils polluent beaucoup moins parce que du coup ils n'utilisent pas les saloperies genre Monsanto et tout ça. Et puis les tomates et tout ça qu'ils font, elles sont gratos puisque c'est eux qui les ont fait. Et puis du coup on va les échanger, on va faire une ratatouille ensemble, ainsi de suite. Et on s'aperçoit il y a aussi une société qui est en train de bouger et qui est en train d'inventer à tout petit niveau, juste dans une petite collectivité, dans un petit quartier, dans un petit endroit, des petites solutions comme ça. C'est tout rien. Sauf que c'est une plus une, et ça coûte moins cher, ça crée plus de solidarité, ça crée plus de rencontres entre les gens. Il n'est pas impossible, mais c'est mon côté optimiste, il n'est pas impossible que ce genre de choses se développe et que ce soit une partie de la réponse. Alors justement, parce que vous parliez de cette aide qui représente, j'ai noté le chiffre 164 milliards, qui n'est pas valorisée en fait, elle est chiffrée, on l'a quelque part dans un coin de la tête, vous nous l'avez donné, merci, bonsoir, mais par contre on ne la valorise pas. Cette aide, alors comment faire pour qu'on se sente peut-être plus impliqué, vous le disiez à l'instant, on mène des actions, on le fait pour soi, on le sait pour soi, mais on ne le valorise pas d'un point de vue sociétal en fait. C'est vrai, alors d'ailleurs ce chiffre, tous les économistes patentés me disent c'est n'importe quoi. Déjà, c'est un petit chiffre arithmétique. On avait pris 8,5 millions d'aidants, 20 heures par semaine, et 19 € de l'heure chargé, tout ça. Voilà, je fais le calcul, et ça fait 164 milliards d'euros. Je ne suis pas tellement au niveau au-dessus en maths, donc je ne peux pas aller au-delà. Voilà, donc c'était ma limite. Voilà, je vous avais dit, n'oubliez pas de le rallumer en sortant. Mais vous voyez, bon. Et alors ça, c'est des choses à dire, à redire, à affirmer, ainsi de suite. Et c'est vrai ce secteur a du mal, en fait, à se faire connaître. Ce secteur a du mal à parler au grand public. Ce secteur a du mal à se faire entendre du politique. C'est vrai. Donc il faut trouver, il faut continuer. Il faut gueuler un petit peu dans le désert, parfois un peu moins dans le désert. Mais c'est vrai que c'est inconnu. Encore une fois, c'est des centaines de milliers d'emplois potentiels. C'est des centaines de milliers de vies qui seront meilleures. Donc c'est quand même pas rien. On parle de choses, on parle pas de chiffres, on parle d'abord d'humanité, on parle d'âme, de corps, d'esprit. Mais tout ça, on a du mal à le faire passer parce que derrière tout ça, il y a des chiffres et puis on revient à une espèce d'aridité, de mentalité de contrôleur de gestion, quoi. Je respecte évidemment les contrôleurs de gestion, mais jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, voilà. Mais derrière tout ça, bien sûr qu'il y a des contraintes économiques. Il faut surtout pas dire c'est facile et tout. Mais n'empêche, il faut pas oublier qu'il y a aussi tout simplement des êtres humains, de chair, de sang, et c'est d'abord ça qui compte, quoi. Merci Serge Guérin. Je vous invite à vous asseoir. Et je vais à présent demander aux participantes de la table ronde, oui, asseyez-vous là où vous êtes à l'aise, aucun problème, vous êtes 4, donc vous n'allez pas vous marcher sur les pieds. Je vais demander donc à Samira Jaja de bien vouloir me rejoindre. Samira Jaja est auxiliaire de vie chez Vivadom, au docteur Émilie Galano, médecin spécialisé en rééducation gériatrique, et à Sabrina Jumentier, psychologue au service gérontopsie du CHU de Nîmes également. Bonsoir mesdames. On est meilleur sur la parité d'un seul coup, hein.
Oui, mais c'est important. C'est important. C'est vrai que ce sont des professions, qu'elles soient médicales ou paramédicales ou du secteur médico-social, comme on dit, qui sont, d'une manière générale, très féminines. Je vais vous passer un micro. On va commencer avec vous, Samira, si vous le voulez bien, puisqu'on a parlé de vous, mais en creux, jusqu'à présent, de votre travail. Sur la question donc, de la perte d'autonomie, est-ce qu'il y a d'une manière générale une conscience chez les personnes que vous accompagnez de cette perte d'autonomie et comment est-ce qu'elles vivent le premier contact avec vous? Bonsoir à tous. Moi, je suis auxiliaire chez Vavadom depuis maintenant à peu près 18 ans bientôt. Donc, quand toujours la première fois, c'est toujours un petit peu délicat de rentrer dans un domicile dans l'intimité des personnes. Donc, la première fois que je me présente, c'est vrai que les personnes ne prennent pas toujours compte de leur perte d'autonomie. Bon, il y en a qui sont... excusez-moi. Il y en a qui sont, pour la plupart... perte d'Alzheimer, donc on n'a pas trop de communication par le toucher, par le regard, et puis par la mise en place des aidants, la plupart. Mais autrement, notre plus gros travail, c'est faire des accompagnements quotidiens dans leur entretien du logement, courses administratifs, puis relations humaines, bien sûr, parce que moi, je suis toujours très bienveillante auprès des personnes. Mais autrement, la plupart qui sont Alzheimer ne tiennent pas trop compte de leur perte d'autonomie, mais bon, il y en a quand même plus de 50% qui savent ce qu'ils ont. Pas toujours aussi bienveillants que M. Di Philippe Di Boggio, je crois, il s'appelle comme ça. Mais la plupart ne sont pas aussi bienveillants avec nous. Hein. Donc, voilà. Combien de personnes est-ce que vous accompagnez au quotidien aujourd'hui ? Dans la semaine, ça varie, ça peut être une quinzaine comme une dizaine, en fonction de notre planning. Mais autrement, la plupart, grosse perte d'autonomie, mais pas tous. Donc, d'accord. Voilà. Sabrina Jumentier, vous avez le micro face à vous. En quoi consiste votre travail de psychologue au CHU, en service géronto-psychiatrique ? Bonsoir à tous. Donc, en quoi consiste mon travail ? Donc, on est dans un service qui a avec 20 lits. C'est un service d'hospitalisation moyen terme et on reçoit des personnes âgées, plus ou moins âgées, qui souffrent de différents troubles, donc soit dépression, soit troubles bipolaires, soit schizophrénie tardive, voilà, c'est la psychiatrie. Et en fait, moi, mon rôle là-bas consiste à évaluer, d'une part, donc il y a une part d'évaluation, à savoir est-ce que chez une personne donnée, quelle est la part entre, ce qui pourrait être de l'ordre d'un processus neurodégénératif ou alors de quelque chose qui est purement psychiatrique. Ensuite, il y a tout ce qui est travail et avec l'équipe et avec les aidants, la famille, les proches, autour de, voilà, suite à cette hospitalisation, comment va s'organiser le quotidien de cette personne. Donc, est-ce qu'on prévoit un retour à domicile ? Est-ce qu'on prévoit une institutionnalisation en EHPAD ? Comment la famille se positionne ? Donc voilà, c'est un travail qui est fait avec l'entourage du patient. Merci. Docteur Galano, vous êtes donc vous spécialisé en médecine physique et rééducation. Vous vous occupez particulièrement donc de personnes âgées. Votre métier, en quelques mots, c'est une spécialité qui est peu connue. Oui, bonsoir à tous. Donc effectivement, je prends soin, et donc je prends en charge, je prends soin de 30 patients âgés, donc en rééducation, le service de rééducation gériatrique à Carremo. On est spécialisé en rééducation orthopédique et neurologique, donc des patients qui ont fait des AVC, des patients qui ont une maladie de Parkinson, ou alors qui ont pu chuter, faire une fracture et ont été opérés. Et ils viennent dans le service en moyenne 4, 5, 6 semaines. Et l'objectif est vraiment pour eux de récupérer le maximum d'autonomie. On a 8 patients sur 10 qui rentrent à domicile. Donc, quand on parle de patients âgés, la moyenne d'âge dans notre service, elle est de plus de 83 ans.
Donc au moins 60 ans, oui, vous mettiez cette barrière 60 ans, moi 60 ans on est jeune, hein, quelqu'un de 60 ans on est jeune. Et mais surtout les enfants en fait des patients qu'on prend en charge se retrouvent en fait dans cette fourchette d'âge. On a finalement aussi on peut avoir des patients de 95 ans. Là j'ai un patient de 95 ans dans le service, on va accueillir une dame de 103 ans cette semaine. Alors on apprend à connaître le patient, sa famille, on se retrouve aussi des fois dans des situations où les enfants sont eux-mêmes parfois en perte d'autonomie ou en début de fragilité. Oui, on imagine que parfois les enfants peuvent aller moins bien que les parents finalement. On se retrouve des fois dans des cas où on rencontre la famille et puis on décèle une fragilité physique ou psychologique, des fois des débuts de troubles cognitifs qui peuvent commencer effectivement à 60-70 ans, et dans ce cas-là on appelle les petits-enfants, le médecin traitant, on essaye de trouver d'autres intervenants. Avec Sabrina Jumentier, vous travaillez tous les deux dans le même hôpital. Alors Caremo, c'est grand, mais quel travail de coordination est-ce que vous menez entre les équipes médicales et paramédicales? Comment ça s'organise? Vous débattez des cas, des personnes, elle peut rentrer à domicile, non, je ne suis pas d'accord. Quels sont les critères en fait? Alors, dans notre service, on a un staff, en fait, une réunion hebdomadaire avec donc médecins, psychologues, assistantes sociales, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, pour vraiment définir et discuter du devenir du patient, bien sûr en prenant en compte ses besoins et son désir en premier, et on va voir ce qui est faisable, ce qui est réalisable. La construction du devenir, du projet du patient, on y pense dès J1, dès que le patient arrive. J1, vous voulez dire au premier jour? Premier jour d'hospitalisation, vers où on va? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que le patient veut? Qu'est-ce que la famille veut? Ça, c'est dès le début. Sabrina Jumentier, vous disiez juste en avant-propos que vous étiez face à la famille. On imagine que face à un patient qui présenterait des troubles cognitifs, si lui peut vouloir à juste titre rentrer chez lui, parfois peut-être les freins principaux viennent des aidants? Oui, on a pas mal de cas de patients effectivement qui veulent rentrer à la maison, qui sont ce qu'on appelle anosognosiques, c'est-à-dire qui ont très peu conscience de leurs troubles cognitifs. Et après, là, tout le travail qui est à mener, c'est effectivement alors en équipe, avec l'assistante sociale, avec l'ergothérapeute, la psychomotricienne, etc. Donc de regarder un peu, d'évaluer chez une personne donnée quels sont, au-delà de ses handicaps, quelles sont ses compétences aussi. Et après, c'est tout le travail effectivement avec les aidants, avec la famille, quel est leur désir et quelles sont leurs motivations et pourquoi. Par quels arguments elles sont sous-tendues, d'évaluer aussi du côté du patient quels sont ses désirs, quelles sont ses motivations, quelles sont ses appréhensions, et ensuite de réunir, de faire en sorte de réunir et le patient et les aidants et les proches afin d'ouvrir un dialogue autour de... Samira Jaja, la capacité à rentrer chez soi est vraie à un instant T, elle peut changer au fil du temps. Comment est-ce que vous informez les médecins, la famille, enfin les aidants, parce qu'ils peuvent être, ces aidants peuvent être les voisins, de l'état d'avancée? Merci. Moi, je veux juste faire un point par rapport à Sabrina et Émilie, qu'elle travaille en staff, en milieu hospitalier. Nous, souvent, on est seuls à domicile. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Parce que quand on arrive, on a le cahier de liaison. Pour la première fois, il n'y est pas, il faut le mettre en place. Le peu d'informations qu'on a, donc il faudra à nous de s'organiser avec... Quand il y a la famille, bien sûr, c'est plus facile. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas une famille. Donc là, on travaille avec le médecin traitant. Quand il veut bien nous donner les informations, bien sûr. Parce que bon, chacun a sa petite place encore. C'est pas... on travaille encore en coordination. Quand on travaille en coordination, c'est parfait. Mais malheureusement, dans toutes les familles, c'est pas comme ça. Donc l'auxiliaire de vie qui intervient à domicile, très compliqué pour elle. Donc après, c'est vrai qu'on est formé pour prendre en charge la perte d'autonomie. Donc quand elle rentre, il faut déjà organiser le domicile. Ça veut dire, pour pas qu'elle chute. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pas qu'elle chute? Organiser le logement, peut-être changer le lit, peut-être changer aussi la cuisine, parce que bon, pour éviter certaines brûlures, et puis garder une certaine autonomie, adapter la salle de bain pour la toilette. Tout ça, nous, quand on arrive à domicile,
on essaye un petit peu de visualiser tout ça et de remonter les informations. Quand il y a la famille, tant mieux. Quand il n'y a pas la famille, on fait appel déjà à Vivadom. Quelques informations. Autrement, il existe le CCAS, le Centre d'action communal d'action sociale, qui nous donne certaines informations. Et puis, les prises en charge, parce que ça coûte cher tout ça. Voilà. Serge Guérin, on voit une multiplicité d'acteurs, à la fois un intervenant à domicile, à la fois des médecins hospitaliers, on parle de médecine libérale, on parle de CCAS, donc de centres communaux d'action sociale, et tout cela finalement n'est pas forcément très bien coordonné. Ça fonctionne au final puisque on vit dans la société dans laquelle on vit, mais il n'y a pas une coordination qui est mise en place, j'allais dire, de façon obligatoire et institutionnelle. Est-ce qu'il y a des pays ou des régions où des expériences ont été montées avec une coordination qui soit plus normée, j'allais dire? Oui, c'est vrai que souvent encore chez nous, c'est plus la volonté des personnes. Il y a des gens qui sont faits pour ça, qui ont cette culture-là, qui ont envie et qui arrivent très bien. Vous disiez, hein, parfois certains médecins vont dire plus de choses que d'autres. Après, il y a aussi le secret médical, enfin, il y a plein d'éléments. Mais il y a aussi une habitude, être un petit peu chacun dans son petit corps de métier. Et par exemple, on parle de délégation de tâches. Il y a eu, par exemple, tout un truc assez ridicule autour de l'idée, mais est-ce que les pharmaciens ne pourraient pas faire certains vaccins, des choses comme ça? Ah non, non, faut pas, et ainsi de suite. Voilà. Puis chacun va rester. Il y a d'autres pays, d'autres cultures. On est en train d'y réfléchir, hein, puisque par exemple sur l'idée des infirmières, avec l'idée qu'elles aient 2 ans de plus et de formation, et du coup elles puissent faire d'autres actes médicaux et tout ça. Mais voilà. Il y a des pays, alors on voit ça beaucoup au Québec ou en Ontario, ça a été beaucoup fait, en Espagne et en Italie. Contrairement, voilà. Là aussi, il y a des choses qui sont faites de plus de délégations, en disant une infirmière, vous savez, je reviens sur les piqûres. Alors, les infirmières d'aujourd'hui, elles sont passées par la fac, donc c'est un peu différent. Mais avant, c'était des métiers plus pratiques. J'avais l'habitude de dire, je préfère que ce soit une infirmière qui fasse une piqûre parce qu'elle en fait tout le temps, alors que le médecin, il a appris une fois, il y a 25 ans, et s'il faut qu'il en refasse une, c'est toujours un peu risqué, quoi. Donc voilà, donc il y a aussi des habitudes, des pratiques médicales. Et donc, on est sans doute à un moment encore où on ne se parle pas assez. Et il y a eu beaucoup de volonté, il y a eu des systèmes de réseau par maladie, souvent, qui ont été faits. Sur Alzheimer, sur les choses comme ça, sur la sclérose en plaques, les endroits où on a dit il faut faire quelque chose, et les gens s'y sont mis ensemble. Et souvent il y a eu aussi de la volonté des personnes, et puis parfois des actes portés par la puissance publique, parce qu'on peut aussi aider, on peut aussi être plus aidant en termes économiques et tout ça. On est en train de réfléchir aujourd'hui sur des maisons de santé, sur des choses comme ça. Il n'y a pas d'autre solution entre l'efficacité et la question des moyens que de ce qu'on apprenne à plus travailler ensemble. Ça sera sans doute plus efficace à la fin pour la personne. Le patient, le terme est d'ailleurs un peu énervant parce que parfois on patiente. Vous savez que le patient au début c'est né des gens qui attendaient pour se faire couper la tête. Quand même marrant. Ah oui, c'est bizarre comme lien. Là, ça devrait pas être celui-là. Voilà. Donc l'individu, l'être humain qui souffre à un moment donné, sans doute que c'est par rapport à lui qu'on peut parfois plus accélérer les choses en étant capable de plus se parler. Mais ça reste encore difficile parce que par exemple dans les facultés de médecine on n'apprend pas. Avec les infirmières, on ne l'apprend pas toujours, et ainsi de suite. Donc il y a aussi un besoin du début jusqu'à la fin à mieux se former, à mieux avoir cette habitude-là. Et puis derrière, il y aura un autre élément majeur qui sera celui d'arriver à réduire le temps administratif qui est perdu par les uns et par les autres. Alors, vous avez fait des études longues, de grande qualité, et le temps qui est passé à faire des trucs administratifs, mais c'est de la folie furieuse, quoi. Ils ne sont pas faits pour ça. Donc à un moment donné, si on réduisait ce temps-là par des gestionnaires de cas, par des gestionnaires de care, il y a des choses comme ça autour de ça qui commencent à être expérimentées, peut-être que tout le monde serait gagnant, et d'abord, évidemment, la personne. Alors, docteur Galano, vous êtes dans un réflexe corporatiste, vous avez attrapé le micro, vous vouliez réagir? Non, vous parliez de la formation des soignants. Là, par exemple, nous, au CHU, à la demande de pas mal de personnel, dont beaucoup de médecins, il y a une formation qui se met en place sur le management d'équipe. Pour vous dire, je suis médecin, je n'ai jamais eu de formation sur le management d'équipe, et donc les inscriptions ont été très rapides, beaucoup de médecins se sont inscrits. Bien sûr, on a besoin d'être formés tout le temps. Et vous pratiquez depuis combien de temps? Vous êtes médecin depuis 10 ans. Depuis 10 ans, et on ne vous avait pas proposé de formation de management d'équipe? Elle a eu son bac à 14 ans, enfin ça a été toute une histoire. Enfin, voilà. Est-ce que nous avons une question d'ores et déjà de la salle, une question à poser à l'un de nos intervenants? Monsieur, vous avez une question? Très bien, on va vous passer un micro. Pardon?
J'ai beaucoup de choses à dire. Mais j'ai peur qu'on ait du mal à me comprendre. J'ai peur qu'on ait du mal à me comprendre. Alors, vous avez beaucoup de choses à dire, mais vous avez peur qu'on ait du mal à vous comprendre. Allez-y, vous êtes, la parole est à vous. Je suis handicapé moteur depuis la naissance. Et j'ai vécu dans beaucoup d'établissements. J'ai fait beaucoup d'établissements. Monsieur est handicapé moteur depuis de nombreuses années et il a fréquenté de nombreux établissements. Et je suis un peu révolté parce que je trouve que les prix de journée des établissements sont trop chers. Alors, il y a l'État donne beaucoup d'argent aux foyers d'accueil, aux maisons spécialisées, aux centres de rééducation. Et quand des personnes handicapées vivent à domicile d'une manière autonome, elles perçoivent une allocation handicapée de 8 €. Alors, permettez-moi, si j'ai bien compris votre propos, hein, donc vous dites aujourd'hui que vous êtes révolté parce que l'accès aux institutions est cher, et chez vous également le retour à domicile est compliqué parce que vous n'avez pas assez de revenus pour vous offrir des services adaptés. Voilà. Et je voudrais rendre hommage à toutes les auxiliaires de vie pour le travail qu'elles font. Et je voudrais leur dire que je les soutiens. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on puisse organiser une table ronde et comme dit invité pour les représentants de l'association qui sont domicile pour voir fomenter l'action auprès du pouvoir public. Mais d'abord, il faut du preuve. D'abord, il faut faire une étude. Il faut essayer de faire une étude de comparaison. C'est-à-dire de prouver combien coûte une personne qui vit en foyer et combien coûte une personne qui vit à domicile. Alors, merci pour votre témoignage. Je pense qu'il a été entendu par les auxiliaires à domicile. Je pense que vous passerez le message à vos collègues. Merci pour cet hommage. Pour ce qui est d'organiser une table ronde, bon, on va déjà commencer par celle-ci, mais promis, on note l'idée pour une suivante avec d'autres associations. La question que posait monsieur au niveau du coût, hein, finalement, de combien coûte une personne à domicile et combien coûte une personne quand elle est dépendante et qu'elle ne vit pas chez elle, finalement, qu'elle est placée dans une institution. Vous avez une idée, Serge Guérin, peut-être Alors, on est obligé de parler de prix et la valeur de l'être humain. Voilà, il y a toujours ce décalage très, 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 très douloureux. Globalement, l'idée qu'il y a, c'est qu'à domicile, ça revient à la collectivité moins cher. C'est l'idée d'ailleurs, par exemple, dans le monde médical, on va de plus en plus pousser à l'hospitalisation à domicile. Il y a un mouvement comme ça très fort. Quelqu'un qui est en train de construire un hôpital me disait, entre le moment où on y réfléchit aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on aura 30% de places en trop.
Parce que les techniques, la culture, la manière de faire fait qu'on va pousser de plus en plus les gens à rester chez eux le plus longtemps possible dans l'idée, alors on dit c'est mieux pour eux, mais aussi dans l'idée c'est moins cher quand même, très fortement. Et on oublie que ça dépend du chez-soi aussi. Je peux être dans un chez-moi qui est adapté, ou je peux être dans un chez-moi qui n'est pas du tout. Les auxiliaires de vie, parfois, vous vous retrouvez dans des lieux où vous dites, oula, mais comment on peut y vivre et comment même on peut intervenir. Donc là, il y a une problématique. Mais globalement, c'est, par exemple, pour le vieillissement, c'est autour de 1 500 € quand on est chez soi, et c'est plutôt 2 500 à 3 500 € quand c'est dans un lieu collectif. Par jour Par mois. Par mois. D'accord, ok. Je demande, hein. Oui, non, Juste une Ça remarque dépend de son pour chez-soi, l'ambulatoire. hein. Mais bon. Par rapport à l'ambulatoire, je suis d'accord, effectivement, il y a l'ambulatoire qui se développe. Pour moi, l'ambulatoire, ça ne peut marcher que s'il y a un réseau après de soins de ville très performant. Voilà, après, il faut qu'il y ait des médecins traitants, des infirmières, voilà. Si tout ça fonctionne, ok, l'ambulatoire. Mais sinon, en tout cas,